Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Gone with the Stream, un podcast dédié à l'analyse des enjeux actuels du cinéma et de l'audiovisuel. Pour ce 5e et dernier épisode, c'est avec émotion que nous recevons François Causse, bonjour, Bonsoir. cofondateur et directeur de la Filmothèque du Quartier Latin, un cinéma indépendant d'art et d'essai emblématique du 5e arrondissement de Paris, où j'invite nos auditeurs à se rendre, si ce n'est pas déjà fait, afin de savourer le plaisir de voir un film dans vos salles bleues et rouges, nommés respectivement Audrey et Marilyn. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter et nous expliquer comment vous avez été amené à diriger la Filmothèque du Quartier Latin? Eh bien, c'est une vieille histoire. C'est une histoire de famille d'abord, puisque mon père, Jean-Max Causse, avait fondé et dirigé avec son compère Jean-Marie Rodon les studios Action pendant une trentaine d'années. C'était des salles donc, qui avaient participé au paysage cinéphilique parisien de façon très active, en mettant notamment à l'honneur le patrimoine américain. Et ils avaient fondé leur première salle en 1966, en décembre 1966. C'était la création de l'Action Lafayette. Et moi, je suis né en 1970. Donc, voilà, comme vous pouvez le comprendre, quand je suis né, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et j'ai passé une partie de mon enfance dans la salle de cinéma. Et voilà, mon père m'a transmis cette passion. Et lorsqu'il s'est séparé de son associé, parce qu'ils ont divorcé d'une certaine manière, après donc 37 ans, je crois, ensemble, il voulait reprendre une salle. Moi, de mon côté, j'avais fait un petit tour par l'enseignement. Et nous avons repris ensemble le Quartier Latin, qui était une salle bien connue des cinéphiles également, en décembre 2005. Voilà, et nous la gérons ensemble depuis cette date. Et donc, étant donné que vous avez rénové ce cinéma en 2006, est-ce que vous avez noté depuis 16 ans une évolution du profil de vos spectateurs? Alors, c'est une bonne question. Le profil des spectateurs, c'est un peu difficile à savoir. Justement, on vient de mettre en place un sondage à l'intention des spectateurs qu'on n'a pas encore dépouillé, justement, parce qu'on voudrait les connaître un peu mieux, cerner leurs attentes, leurs désirs, et puis tout simplement connaître leurs habitudes. Ce que je peux dire en 17 ans, ce que j'ai observé, c'est une baisse des rééditions. Vous savez, les rééditions sont les films donc, qui bénéficient d'un nouveau matériel restauré et qu'on remet à l'honneur. Donc c'est une sorte d'événement, c'est l'équivalent des sorties pour les salles d'exclusivité, mais à une échelle beaucoup plus petite. Mais force est de constater, c'est quelque chose qui s'était déjà amorcé lorsqu'on a repris la salle, en fait les entrées des rééditions n'ont cessé de baisser depuis les années 80. On peut dire que le point de rupture, à la fois le couronnement et la fin d'une époque, c'est en 1985, The Shop Around the Corner, sorti par les studios Action, sur 2 écrans à Paris, qui réalise 140 000 entrées. Voilà, en un an d'exploitation. C'est un score énorme qu'on n'a pas revu depuis. À l'époque, il n'était pas rare, lorsqu'un film marchait, de faire 40 000, 50 000 entrées pour un film de répertoire. Et c'est devenu extrêmement rare. Les rééditions peinent de plus en plus à attirer les spectateurs pour diverses raisons. Il y a un effet d'érosion. Les films, la cinéphilie, je dirais, pure et dure, un peu reculé. On a de nouveaux cinéphiles, mais qui sont, je dirais, moins puristes que les précédents, qui jouent davantage sur les différents supports, qui ont d'autres habitudes, qui sont un peu plus volages, ou qui s'intéressent plus à de nouveaux styles, comme les séries par exemple, sur les plateformes, etc. Donc ces événements sous forme de réédition sont plus difficiles à mettre en œuvre, même s'il y a des exceptions, l'une d'elles étant In the Mood for Love, dont on a heureusement bénéficié, un film qu'on a sorti en juillet 2021, distribué par les bookmakers, et qui est toujours à l'affiche aujourd'hui, et qui va fêter son 10 millième spectateur dimanche à la Filmothèque. Voilà, mais c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Et donc, au-delà de cette clé de voûte qu'est la réédition, est-ce que vous avez noté des changements remarquables en ce qui concerne la programmation de vos salles?
Alors non, la programmation, je dirais qu'on continue à mélanger les rééditions et les rétrospectives. C'est dans le fil de ce que je vous disais auparavant. Simplement, on consacre plus de place aujourd'hui aux rétrospectives qui ont plus les faveurs du public. Mais qui imposent aussi souvent plus de travail parce que c'est une programmation plus variée, c'est plus de films, donc voilà, plus de logistique, plus de préparation, plus de gestion, mais un intérêt voilà, renouvelé du public. Très bien. À présent, j'aimerais vous interroger au sujet du cinéma indépendant en France en général. Dans l'une de vos précédentes interviews en 2016, vous précisiez que le nombre d'entrées en salle de patrimoine en région parisienne était divisé par 4 depuis les années 80. Donc premièrement, est-ce que ce constat est toujours d'actualité? Et plus généralement, craignez-vous un désintérêt de la part des Français pour les films classiques et le cinéma d'auteur? Oui, ce à quoi je faisais référence, divisé par 4, ça concernait justement le chiffre des rééditions. Hein, c'était ça que j'indiquais, sachant que les rétrospectives, elles, ont beaucoup moins baissé. Alors, nous, on s'est toujours un peu battu voilà, contre la désaffection du public. Je dirais qu'on y est plus exposé que les salles d'exclusivité. Dans la mesure où nous, les films que l'on présente, ils ne sont pas inédits. Donc ils ont déjà été montrés au cinéma et souvent aussi sur d'autres supports, voilà, à de multiples reprises, que ce soit en vidéo, à la télévision, maintenant il y a la VOD, voilà. Donc les films qu'on passe sont souvent visibles, même si quelquefois on a la chance de sortir un film à la fois attrayant qui n'est pas trop disponible sur les autres supports parce qu'il est resté inaccessible pendant un certain temps pour des raisons techniques, pour des raisons juridiques. Et là, on a un peu un parfum d'inédit pour nos rééditions. Mais voilà, nous, notre travail, ça a toujours été de rendre actuel ce qui n'était plus actuel. Et ce qui implique aussi sur le plan commercial, parce qu'il y a une dimension commerciale dans notre travail, c'est donc de créer un événement à partir d'un film qui n'est pas nouveau. Ce qui est toujours évidemment plus compliqué de recueillir la faveur du public et de la presse aussi, des médias, pour quelque chose qui a déjà été vu. Et ça marche davantage avec le bouche à oreille, ou vous disposez de moyens de communication exclusifs en tant que cinéma indépendant en France? Alors on essaye de développer comme tout le monde les moyens de communication modernes, on essaye de se mettre à la page, d'utiliser les réseaux sociaux. La presse spécialisée cinéma a beaucoup moins de place qu'avant à consacrer au cinéma, parce que les DVD et la VOD ont pris beaucoup de place, et maintenant c'est encore plus vrai avec les plateformes, donc il ne faut plus compter là-dessus, il faut compter sur nos propres forces, et effectivement sur le bouche à oreille, sur la fidélisation des spectateurs. En fait, ce sont nos spectateurs qui sont notre meilleure publicité. Selon vous, l'émergence du streaming représente-t-il un danger pour le futur du cinéma indépendant? Plus précisément, les plateformes de vidéo à la demande sur abonnement et sur achat sont-elles des concurrents de taille pour un cinéma comme vous le tenez? Alors, peut-être moins pour nous que les grandes salles qui présentent des exclusivités. On a été justement relativement protégés, une fois n'est pas coutume, parce qu'on a souvent une position moins facile que les salles qui présentent des nouveautés, mais on a été un peu protégés parce que nous, comme je vous le disais, justement on a l'habitude de lutter pour faire exister des films qui passent ailleurs. Et le gros problème des salles d'exclusivité, c'est qu'elles ont perdu à cause des plateformes et du financement par les plateformes et du désir des plateformes de s'assurer une exclusivité sur certains titres porteurs, sur certains titres de prestige. Elles ont perdu certains films. Je pense au geste de cet exploitant quelque part en banlieue. C'était juste pendant le confinement ou à la fin d'un confinement, je ne sais plus. Il y a un film qui devait sortir dans les salles, qui était un film Disney, je crois, qui était basculé sur Disney+. Et donc, les exploitants qui avaient reçu le matériel ont appris que le film ne sortirait pas dans les salles. Et il a, je crois, brûlé en signe de protestation, il a, brûlé un panneau d'affichage devant son cinéma, voilà, pour protester contre cela. Et ça, c'est la difficulté, le financement des plateformes. Eh bien, ça prive le cinéma de certains films, de certaines locomotives, ce qui est préjudiciable d'abord pour les salles d'exclusivité, mais ce qui peut l'être aussi un peu pour nous, dans la mesure où on fait tous un peu partie du même système, et nous on profite d'une certaine manière aussi de la fréquentation globale du cinéma. On a intérêt
à ce qu'il y ait aussi des gros films qui fassent beaucoup d'entrées. Voilà, des films pas trop mauvais si possible. Si ce sont de bons films, on préfère. Mais voilà, c'est le cinéma et l'exploitation et la distribution, voilà, c'est un système commun voilà, qui fait que on est tous un peu sur le même bateau. Voilà, même si on n'est pas forcément tout à fait sur le même pont ou dans le même compartiment. D'accord, je vois. Et du coup, ça pose un problème. Par exemple, vous voyez Martin Scorsese, on a beaucoup parlé de The Irishman, Bien sûr. voilà, financé par Netflix, qui est passé sur Netflix, que les salles auraient bien sûr beaucoup aimé passer, et qui aurait fait beaucoup d'entrées avec. Typiquement, un film comme The Irishman, vous l'auriez diffusé dans vos salles? Alors tout à fait, peut-être pas nous, parce que nous, on n'est pas salle d'exclusivité, mais maintenant, on aimerait bien le passer, mais ce n'est toujours pas possible, voilà, pour différentes raisons, parce qu'il y a des systèmes qui sont incompatibles, l'exception culturelle avec la chronologie des médias françaises, et puis la logique de Netflix, qui est une logique très capitaliste et impérialiste, d'une certaine manière, voilà, et qui voudrait que tout soit uniformisé de façon libérale, et que pouvoir appliquer les mêmes règles dans le monde entier. Et Scorsese, donc The Irishman, n'est pas sorti en dehors de quelques rares projections, qui étaient un peu des projections alibi qui se sont déroulées à Paris. Et malheureusement, son prochain film, dont on espérait beaucoup, produit par Universal, qui va réunir pour la première fois Robert De Niro et Leonardo DiCaprio, excusez du peu, et on vient d'apprendre qu'il va être, je crois, diffusé sur Amazon Prime, si je ne m'abuse, et qui ne sortira pas au cinéma. Donc ça veut dire qu'il y a 2 Martin Scorsese d'affilée qui ne sortent pas au cinéma. Et ça, c'est désastreux en termes d'entrée, c'est désastreux aussi en termes symboliques. Mais bon, on peut espérer aussi que le financement par les plateformes peut apporter d'une certaine manière aussi un certain renouveau des sources du financement, un certain renouveau de la création, si l'on est optimiste dans certains cas, et peut aussi alimenter les salles de cinéma et participer à un regain de fréquentation. Et pour cela, il faudrait qu'il y ait voilà, une intégration des plateformes dans le système français, une adaptation du système. C'est un peu ce vers quoi tendent les efforts des uns et des autres récemment. Je crois que Netflix verse une contribution, donc qui est un peu ridicule au regard de son chiffre d'affaires, mais on peut espérer que c'est le début d'un cercle vertueux. Voilà, mais il reste encore du chemin à faire. Donc enfin, j'aimerais aborder une dernière thématique avec vous. J'imagine que la demande parisienne en cinéma d'art d'essai est une exception comparée au reste de la France. Est-ce que pour vous, l'effacement d'un tel cinéma en province est une éventualité ? Elle est certainement un peu plus à risque, en effet. Non pas parce qu'il n'y a pas de public. Enfin, à Paris, on dit souvent que en fait, le public, il est acquis, etc. À Paris, c'est difficile parce qu'il y a un public, mais il y a aussi énormément de concurrence. Donc, il est très difficile à attirer ce public. En province, on a un public peut-être plus restreint, mais un public aussi souvent plus facile à attirer. Alors le problème je pense pour les nouvelles habitudes et notamment le développement des plateformes, ce sont les distances. En province, le public vient souvent de plus loin, tandis que les Parisiens, effectivement, de par les transports en commun et de la concentration urbaine, ont voilà, une salle je dirais, qui est beaucoup plus proche de chez eux. Donc effectivement, le risque est plus grand pour les salles de province. Bon, néanmoins, je pense que le cinéma survivra, le cinéma d'art d'essai va survivre, parce que d'abord, il est beaucoup aidé en France, et aussi ça a contribué au renouvellement des salles et au dynamisme des salles, et je pense que les salles ont appris aussi à se battre, voilà. Et de façon générale d'ailleurs, le cinéma se bat, je vous le rappelle, depuis les années 50 et l'apparition de la télévision, se bat contre la concurrence du petit écran. Alors maintenant ce sont les petits écrans qui ne sont pas forcément d'ailleurs très petits, il faut le reconnaître, qui ont quelquefois gagné en taille et en qualité. Mais il faut se battre pour maintenir la salle de cinéma comme média privilégié de découverte des œuvres et surtout comme support d'expérience collective. C'est pour ça qu'on est encore là. C'est parce que voir un film au cinéma, ce n'est pas la même chose que le voir chez soi. Même si vous construisez une salle de cinéma chez vous, eh bien, ce ne seront pas les mêmes émotions que celles que vous éprouvez en public. Donc nous arrivons au terme de notre interview. Ainsi, pour terminer sur une note peut-être plus légère, nous avons l'habitude de demander à nos intervenants des conseils de films. Ainsi, auriez-vous
quelques conseils à nos auditeurs vis-à-vis de vos films préférés. Peut-être un film que vous diffusez actuellement et qui vous tiendrait à cœur et que nos auditeurs pourront aller voir en salle. Je ferai pas ma paroisse. Tout d'abord, ce serait The Truman Show de Peter Weir. Voilà, un excellent film qui possède plusieurs niveaux de lecture, en même temps qui est très grand public. Donc c'est un film qu'on aime beaucoup et qu'on ressort en version restaurée à la Filmothèque et qu'on distribue, puisque la Filmothèque fait aussi un peu de distribution sous le nom de Ciné Sorbonne. On va distribuer partout en France. Et il se trouve que le Festival de Cannes nous a fait une pub fantastique, tout à fait inattendue, en choisissant une image célèbre du film pour illustrer l'affiche de la 75e édition, c'est-à-dire la montée des marches par Truman, qui figure la montée des marches du Festival de Cannes. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est La maman et la putain de Jean Eustache, parce que j'en parlais tout à l'heure, souvent les films qu'on passe sont vus et revus, et là La maman et la putain, il a complètement disparu des écrans pendant de longues années. Voilà, on ne pouvait plus le voir. Et c'est l'occasion donc de redécouvrir ce qui passe pour le chef-d'œuvre de Jean Eustache, qui est un film dans la continuation de la Nouvelle Vague, et c'est passionnant, et puis une expérience puisque le film dure près de 4 heures avec Jean-Pierre Léaud, Antoine Doinel que tout le monde connaît. Il y aura aussi cet été un grand événement cinéphilique autour de Pier Paolo Pasolini, dont on fête le centenaire de la naissance. Et à ce titre, de nombreux films sont réédités en version restaurée. Salo, les 120 jours de Sodome, Mamma Roma, Acatone, et d'autres encore, l'Évangile selon saint Matthieu, l'histoire de la sexualité, Médée, des oiseaux petits et grands. On verra aussi la trilogie de la vie en copie 35 mm. Donc là, c'est l'occasion de revoir de la meilleure façon possible les films d'un grand créateur du XXe siècle, qui était non seulement cinéaste, mais aussi écrivain, poète, qui avait beaucoup de cordes à son arc. Bon, un très beau programme en perspective. Merci infiniment François Causse. Merci. Pour ce temps d'échange passé avec nous. Je remercie également nos auditeurs de nous avoir suivis tout au long de ce projet qui est Gone with the Stream, et je vous invite à nous suivre sur nos réseaux Instagram et Facebook. Merci à tous.